rendez-vous d'échange au cours de laquelle nous nous prononcerons spécifiquement sur la question de l'entrepreneuriat au Bénin, les instruments et les outils qui sont mis à la disposition des PME ici au Bénin. Et pour ce panel, comme vous le constatez, il a été invité d'éminentes personnalités qui certainement, chacun dans son domaine de spécialisation, va parler avec nous, va partager avec nous les outils qui sont mis en place ici pour les PME, pour leur amélioration, leur création, jusqu'au même vers le financement. Et pour cela, nous avons ici, sur ce panel, M. Maxime Toklo, à qui nous souhaitons la bienvenue. M. Maxime Toklo, je vous le rappelle, il est le président alors du CISAE. Il va se présenter avec beaucoup plus de spécificité tout à l'heure pour que vous puissiez le connaître. Nous avons également sur ce même panel M. Kenyinde Paulin Akpona. Il est le DG FNPEJ. Merci M. Kenyinde d'avoir fait le déplacement. Et le troisième que nous avons sur ce panel, que vous connaissez très bien, c'est M. Nicolas Yenoussi. Il est le DG Impôt. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. le DG. Merci. Alors, on va planter le décor. On a très peu de temps pour discuter de ce sujet très important pour les PME que nous représentons ici. Il est question pour nous aujourd'hui de nous prononcer, de partager avec les chefs d'entreprise, des responsables d'institutions et d'organisations ici présents, les outils et les instruments qui sont mis en place aussi bien par les institutions des partenaires financiers, mais également le gouvernement du Bénin, pour qu'on puisse accompagner les PME en passant bien sûr par le financement, les impôts. Alors, monsieur le DG, je vais commencer par vous, en vous posant la question. Aujourd'hui, avec le gouvernement de la rupture, quelles sont les innovations dans les dernières années qui favorisent l'éclosion des PME et surtout dans le domaine des impôts? Nous avons 30 minutes, on va faire le tour de table. Et si on en a encore du temps, on va le refaire et prendre quelques questions afin d'éclairer alors les chefs d'entreprise ici présents. Alors, monsieur le DG, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je voudrais remercier et saluer l'assistance et les organisateurs du présent forum pour cette louable initiative. Pour répondre à votre question, je voudrais aller directement à l'essentiel pour dire que depuis avril 2016, vous vous êtes rendu compte à l'évidence qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans notre pays sur le plan de la fiscalité. Tout simplement parce que depuis longtemps, l'administration fiscale et les contribuables se regardaient en chien de faïence. Mais en réalité, nous nous sommes rendus compte que le mieux serait de tout faire pour que le contribuable ou le citoyen puisse adhérer volontairement à l'impôt. Et pour le faire, il faut réduire le coût de la discipline fiscale. Réduire le coût de la discipline fiscale suppose qu'il faut simplifier les procédures, qu'il faut rendre plus convivial l'impôt. Il faut dialoguer avec le contribuable. Il faut moderniser l'administration fiscale et pour cette raison, nous avons entamé un certain nombre de réformes dont le but est de promouvoir le civisme fiscal. Je vais résumer ces réformes en 3 grandes parties. La première partie, ce sont les mesures qui ont été prises pour accompagner les entreprises lors de la création, lors de la naissance. Ensuite, les mesures qui sont prises pour accompagner les entreprises tout au long de leur existence, de leur exploitation. Et enfin, des mesures qui tendent à soutenir les entreprises en cas de difficulté. D'abord, au niveau de la création, je puis dire que c'est visible aujourd'hui que l'administration fiscale a fait un peu plus d'efforts pour se rendre visible au niveau des procédures de formalisation des entreprises, notamment au niveau de l'APIES, le guichet unique de formalisation des entreprises, où nous intervenons pour faciliter, d'une part, les règles de localisation des entreprises. Qu'ils vous souviennent que lorsque vous créez votre entreprise, vous devez vous rendre dans un centre des impôts avant
que la procédure de création ne soit bouclée, l'agent des impôts doit pouvoir se rendre sur le terrain et faire la localisation et valider les données que vous avez indiquées. Aujourd'hui, l'entreprise est créée et c'est après cela que la procédure de localisation se fait. C'est donc un atout. Ensuite, il y a la délivrance du numéro d'identification ou d'immatriculation de l'entreprise, communément appelé identifiant fiscal unique IFU, où nous avons pu moderniser le système depuis mars 2017, de sorte que très rapidement aujourd'hui, vous avez votre numéro IFU avec la carte qui l'accompagne. En dehors de cela, au niveau des formalités administratives pour accompagner l'entreprise dans son développement, dans son processus au niveau de la DGI, vous savez que la plupart du temps, les entreprises, pour postuler au marché public, à la commande publique, ou même pour travailler avec d'autres entreprises, ont besoin d'un certain nombre de documents. Les attestations fiscales et la certification des états financiers. Au niveau de la certification des états financiers, dans un passé encore récent, si l'entreprise est basée à Malanville, elle est tenue de descendre à Cotonou, à la DGI, au siège de la Direction générale des impôts pour obtenir la certification des états financiers. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La procédure a été totalement déconcentrée au niveau des chefs-lieux des départements. Celui qui est à Paubert obtient la certification de ses états financiers dans son département. Celui qui est à Nati Tengou le fait également à Nati Tengou. Au niveau de l'attestation fiscale, vous vous êtes rendu compte que pour assurer également la justice fiscale, nous avons fait l'effort de sécuriser l'imprimé des attestations fiscales. Tout simplement parce que s'il y a des entreprises qui payent les impôts et que d'autres ne payent pas et qui s'arrangent pour obtenir le document de l'attestation fiscale, cela fausse le jeu. Donc, nous avons mis en place cet outil pour réduire la fraude au niveau des attestations fiscales. Mais mieux, sur les précédentes attestations fiscales, vous aviez jusqu'à 5 signatures. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule signature sur une attestation fiscale normale. Et c'est un atout fondamental. De 5, on est passé à une seule signature. Au moment où on faisait cette réforme, beaucoup n'y croyaient pas. Mais on a tenu bon, on est allé jusqu'au bout. C'est une seule signature aujourd'hui, ce qui réduit énormément le temps de délivrance de l'attestation fiscale. Et sur ce point, la prochaine étape, ce sera de dématérialiser l'attestation fiscale tout au moins au niveau des grandes entreprises, de celles que nous appelons grandes entreprises, parce que les procédures sont déjà dématérialisées au niveau de ces entreprises. Ensuite, nous pouvons citer des mesures d'exonération du versement patronal sur salaire. Le versement patronal sur salaire, c'est la cotisation employeur qui est payée sur la masse salariale. L'entreprise bénéficie d'une exonération à 100% du versement patronal à la création, mais également lorsqu'elle recrute un nouveau salarié qui est à son premier emploi, il y a une exonération du VPR qui s'étend sur 2 ans. Dans le même ordre d'idée, il y a des systèmes de crédit d'impôt qui sont prévus pour les créateurs d'emplois. Aujourd'hui, toute entreprise qui recrute un salarié pour un contrat permanent, un salarié de nationalité béninoise bien sûr, avec un contrat à durée indéterminée, à partir du moment où il garde cet employé pendant 1 année au moins, l'entreprise bénéficie d'un crédit d'impôt emploi de 100 000 francs, par exemple, lorsque le nombre de salariés recrutés est compris entre 1 et 5. Je crois 150 000 francs lorsque c'est compris entre 5 et 10, etc. Mais c'est déjà un effort qui existe et que beaucoup ne savent pas, beaucoup ne connaissent pas. Il y a également les exonérations de la première année d'activité, exonération à 100% de la patente pour la première année.
Il y a l'étalement de l'impôt sur le revenu de la première année, disons l'exonération de l'impôt sur la première année d'activité, mais étalée sur 3 ans, à raison de 25% de réduction d'impôt la première année, 25% la deuxième année et 50% la troisième année. On estime que lorsque vous souhaitez bénéficier des exonérations, vous restez dans le système et à la troisième année, on vous accorde la plus grosse part des exonérations, à savoir 50%. Il y a également les réductions d'impôts lorsque vous êtes adhérent d'un centre de gestion agréé. Et ça aussi, on n'en parle pas suffisamment. Les centres de gestion agréés sont mis en place par l'État et subventionnés par ce dernier pour accompagner les entreprises. Lorsque vous êtes adhérent d'un centre de gestion agréé et que vous êtes jeune entrepreneur, vous démarrez vos activités ou que vous sortez du secteur informel, vous avez une réduction d'impôt de 40% pendant 4 années. Ça, on ne parle pas souvent de ces mesures, pourtant c'est une réalité. En dehors de cela, le CGA vous accompagne au plan de tenue de votre comptabilité et vraiment du management nécessaire pour développer votre structure. Et en dehors de tout ceci, sur le plan du contrôle fiscal, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de parvenir, nous avons commencé l'année dernière, mais ce n'est pas totalement affiné, c'est de parvenir à sortir chaque année un programme unique de contrôle fiscal qui évite les chevauchements au niveau des entreprises entre la vérification de comptabilité, les contrôles ponctuels, les contrôles sur pièces et les enquêtes, les droits d'enquête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, vous pouvez, dans la même année, recevoir peut-être un contrôle sur pièce. Le contrôle sur pièce, c'est le contrôle qui est fait de bureau, une notification de redressement, ou bien un contrôle qui est dit ponctuel, qui va porter juste sur quelques mois en matière de TVA. Mais peut-être au cours de la même année, vous allez recevoir une deuxième mission de contrôle qui est peut-être une vérification générale de comptabilité. L'idée, c'est de faire un contrôle par année au maximum. C'est-à-dire que si au cours d'une année, vous recevez un contrôle ponctuel ou sur pièce, la même année, vous ne devez pas avoir un autre type de contrôle pour permettre aux entreprises de mieux intégrer le système, de rendre la fiscalité plus agréable pour éviter les dénonciations d'harcèlement dont vous connaissez et autres. Donc ça, c'est un programme majeur pour nous et nous allons bientôt mettre cela en œuvre. Il y a également, lorsque l'entreprise a des difficultés, ce que j'appelle difficultés, c'est lorsque vous avez des arriérés d'impôts, lorsque vous avez des difficultés pour payer, il y a ce que nous appelons la transaction. La transaction porte essentiellement sur les pénalités. On peut transiger sur les pénalités, c'est-à-dire réduire les pénalités où vous pouvez bénéficier de la réduction des pénalités à hauteur de 50%. Il y a également pour ceux qui sont dans l'informel et qui hésitent encore la procédure de formalisation pour leur permettre de ne pas payer les pénalités. Et j'en aurais terminé en parlant des dernières mesures qui concernent les paiements des impôts à travers les banques, ce qui facilite énormément donc les choses aux entreprises et plus récemment la télédéclaration. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui qu'au Bénin, on télédéclare. On fait la déclaration en ligne et à partir du mois prochain, on peut faire directement le paiement en ligne. Et également pour la promotion du civisme fiscal, beaucoup d'entreprises ici reçoivent depuis quelques mois des SMS sur leur téléphone portable pour leur rappeler à la veille des échéances fiscales, tiens, la DGI vous rappelle que vous devez payer les impôts à telle échéance pour éviter les pénalités. Donc, voilà quelques innovations et je voudrais ajouter que très prochainement, nous allons également, pour faciliter la vie aux usagers, permettre
le paiement des petits impôts tels que la taxe sur les véhicules à moteur par téléphonie mobile. Le projet est en cours. Je vous remercie. Merci déjà pour cette première prise de parole. Merci d'applaudir le DG Impôt. Alors nous avons sur ce panel Monsieur Maxime Toklan. Monsieur Maxime Toklan est le président du CISAE. Je vais le laisser détailler ce que représente le CISAE pour les PME et comment est-ce qu'ils peuvent, en tant qu'entreprise, bénéficier des opportunités qu'offre aujourd'hui le CISAE. Merci, Monsieur Maxime Toklan, vous avez la parole. Merci. Je suis donc le président du comité d'identification des structures d'appui et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries au Bénin. De quoi s'agit-il concrètement? C'est un comité qui préside, qui gère un dispositif qui a été sollicité par nos chefs d'État depuis 2012. Les chefs d'État ayant compris l'importance des petites et moyennes entreprises dans nos pays, dans l'économie de nos pays, puisque les études ont révélé que plus de 95% de nos entreprises sont des PME. Les chefs d'État ont instruit la BCEAO, la Banque centrale, à mettre en place ce dispositif-là. Et en 2015, le Conseil des ministres des pays membres de l'UEMOA a mis en place ce dispositif, a réalisé un certain nombre d'études qui ont permis qu'en 2018, ce dispositif soit lancé dans l'ensemble des pays membres de l'UEMOA. Le ministre, dans son intervention, avait parlé un tout petit peu du dispositif. De quoi s'agit-il concrètement? Il s'agit ici de permettre aux PME-PMI d'avoir un accès plus facile au financement bancaire. Nous savons que le besoin de financement est là et que à peine une entreprise sur 10 au Bénin, je veux parler des entreprises formelles bien sûr, arrive à accéder au financement. Donc c'est un problème. Or, nous savons très bien que le financement est indispensable pour une PME qui veut se développer, qui veut réaliser des performances, qui veut se mettre à niveau et qui veut relever les défis de compétitivité. Et donc, face à cela, le dispositif a permis, dans un premier temps, de sélectionner des structures d'appui et d'encadrement des PME. Au niveau du Bénin, nous avons sélectionné 12, mais dans les autres pays de l'UEMOA, l'effectif varie selon le nombre de structures qui ont soumis leur dossier à cette sélection. Ces structures auront à apporter aux PME-PMI qui désirent accéder au financement bancaire les services non financiers. Nous savons que les banques, leur travail, c'est d'accorder du crédit aux entreprises. Nous savons aussi que les entreprises ont besoin de financement. Il se trouve malheureusement que les demandes des PME ne sont pas souvent satisfaites par les banques. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et en même temps qu'il y a certaines entreprises qui recherchent indéfiniment le crédit et qui n'arrivent pas à l'obtenir, il y en a d'autres vers qui les banques courent pour demander donc à leur donner du financement. Même si elles ne sont pas nombreuses, il en existe. Ça veut dire que les structures qui sont membres du dispositif doivent travailler aux côtés de ces PME-là pour leur permettre de séduire la banque, pour leur permettre d'attirer la banque afin que la banque comprenne qu'elle a intérêt à accorder son financement à ces PME-là. Et pour donner quelques exemples, il s'agira donc de renforcer les capacités techniques de ces PME à travers des formations, de les doter des outils nécessaires, indispensables, les outils de tenue d'une bonne comptabilité, de les aider à mieux s'organiser, de les accompagner dans l'élaboration d'un business plan bancable qui rassure quand même la banque. Donc, en un mot, d'apporter à ces PME-là tous les services dont elles ont besoin. Et dans ce dispositif, donc, je parlais des banques qui constituent, disons, un maillon important, qui sont d'ailleurs membres du dispositif et qui ont accepté toutes de soutenir ce dispositif. Mais en retour, qu'est-ce qui motive la banque à accorder ce financement à la PME? Et la première des choses, donc, je parlais des services non financiers qui rassurent la banque dans un premier temps,
Mais dans un second temps, nous avons la facilité que la Banque centrale offre désormais à ces banques primaires donc, d'accéder à des refinancements sur la base des crédits qui sont alloués à ces PME. Donc, lorsque la banque accepte de financer une PME dans le cadre de ce dispositif, cette banque-là a la possibilité de bénéficier des refinancements au niveau de la BCEAO. C'est très important quand on sait qu'aujourd'hui, les demandes en refinancement sont très élevées. Et j'ai échangé avec les collègues de la Banque centrale qui disaient que chaque semaine, nous avons, sur les 16 banques que nous avons au Bénin, au moins 15 ont recours au refinancement. Ça veut dire que la demande est très forte et donc c'est une opportunité vraiment pour nos PME. Ça, et donc les banques constituent un acteur fondamental, les PME également. Les structures d'appui et d'encadrement sont des structures du secteur public comme du secteur privé. Et ces structures, elles sont là, nous avons la liste qu'on pourra rendre disponible à toutes ces structures qui désirent. Et bientôt également, nous allons communiquer là-dessus pour que les PME puissent savoir quelles sont ces 12 structures et quels sont leurs contacts pour pouvoir entrer en contact avec elles et se faire accompagner. Bien sûr que ce ne sera pas des services gratuits, ce sont des services non financiers payants. Mais les tarifs sont actuellement en étude pour permettre quand même à nos PME de pouvoir accéder à ces services non financiers. Nous avons dans le dispositif également l'État qui est, disons, le premier propriétaire du dispositif, ça il faut le dire. Et l'État ne manquera pas de jouer sa partition. Et le dispositif que je préside, c'est au nom donc, du ministère en charge des PME. L'État est à la tête de ce dispositif et met en œuvre tout ce qu'il faut et est également en train de mobiliser d'autres partenaires en relation avec la BCEAO afin que les services non financiers prévus puissent être apportés dans des conditions beaucoup plus favorables aux PME. Pour finir, si vous permettez, je voudrais dire, pour accéder à ce dispositif, il y a des critères pour que les PME puissent accéder à ce dispositif. Il faut d'abord être une PME formelle détenue d'un registre de commerce. Il faut élaborer des états financiers. C'est important. Si vous ne les avez pas, les structures d'encadrement qui ont été sélectionnées sont là pour aider ces entreprises à les avoir. Ou si pour une entreprise naissante qui est quand même formelle, à travers son plan de trésorerie, eh bien, on pourra apprécier si l'activité est assez rentable pour mériter d'être financée par la banque. En dehors de cela, la structure doit également se faire accompagner, et je veux dire la PME, excusez-moi, la PME doit également accepter de se faire accompagner par l'une des 12 structures. Parce que la personnalité, l'image de ces structures est engagée dans le cadre du dispositif. C'est des structures qui ont été sélectionnées sur la base de leurs compétences techniques, sur la base des outils et équipements d'accompagnement dont elles disposent, sur la base également de leur expérience en matière d'accompagnement de PME. Ça veut dire que c'est des structures qui seront également accompagnées dans le cadre du dispositif pour qu'elles puissent bien jouer leur rôle. Et donc les PME ont l'obligation de se faire accompagner par l'une des 12 structures si elles veulent bénéficier du financement. Ceci dit, cela n'exclut pas les autres critères de la banque, mais au moins on arrive aujourd'hui à, dans un premier temps, assurer l'encadrement technique de ces entreprises qui rassurent la banque dans un premier temps et dans un second temps à motiver la banque à financer l'entreprise parce qu'elle aura des facilités de refinancement au niveau de la BCEAO. Voilà un peu ce que je peux dire pour l'instant. Merci. Nous allons revenir à vous, si nous avons encore du temps, pour poser des questions et permettre aux PME d'aller vers effectivement ces structures et commencer à rechercher du financement par ce processus. Alors, nous allons retourner à M. Paulin Akpona, bien sûr le DG du FNPEJ, afin qu'il puisse dire aux PME ici présents quelles sont les opportunités que le FNPEJ alors dispose pour les entreprises présentes et comment est-ce qu'ils peuvent accéder. Merci. Je vous remercie. Je salue l'auditoire et je salue les organisateurs de ce forum qui nous donnent l'opportunité d'échanger avec les investisseurs. Je me réjouis particulièrement que l'auditoire
comme les organisateurs soient majoritairement jeunes, parce que la jeunesse est au cœur de l'existence du FNPEJ, que j'ai l'honneur de diriger. Notre credo chez nous, c'est de créer de l'emploi pour les jeunes à travers l'entrepreneuriat, notamment les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Et comme vous le savez, le principal problème des petites et moyennes entreprises, c'est les difficultés d'accès au financement, tant à la création qu'au cours de leur développement. Et ces difficultés sont dues au fait que le coût de l'endettement est trop élevé pour les PME à supporter. D'abord, ces PME ne disposent pas d'informations comptables et financières fiables parce qu'elles n'ont pas les moyens de se faire tenir une bonne comptabilité. Ensuite, la garantie sollicitée par le système bancaire classique fait que les PME ne peuvent pas avoir accès à ce genre de crédit. C'est très difficile pour eux. Parfois, ils passent par la location des cautions et le coût de la formalisation de ces garanties également. Voilà autant d'éléments qui freinent l'accès des PME, PMI au financement. Et quelle est la solution que le FNPEJ a apportée? C'est d'accompagner, tant au plan technique que financier, ces petites et moyennes entreprises pour les conduire, les amener à avoir accès au financement. Le FNPEJ n'étant pas une banque, elle fait faire le financement par une certaine catégorie de partenaires financiers, notamment les services financiers décentralisés, à la disposition desquels le FNPEJ met des lignes de crédit qui permettent à leur tour de financer les petites et moyennes entreprises. Primo, lorsqu'ils sont détenteurs des business plans, après études et validation, il y a toute une procédure autour. Les SFD mettent à disposition les financements nécessaires pour démarrer les activités. Là aussi, la cible l'autre cible, c'est aussi les entreprises fonctionnelles. Les petites et moyennes entreprises fonctionnelles peuvent également se rapprocher du FNPEJ pour financer leur plan de développement. Nous avouons qu'après une décennie d'expérience, les résultats sont un peu mitigés. Les résultats sont mitigés et il est nécessaire d'aller au-delà de ce qui se faisait. Comme le dit l'autre, si vous faites la même chose que ce qui a été fait, vous aurez les mêmes résultats parce que vous n'êtes pas plus intelligent que les autres. Et donc, le chef de l'État a donné des orientations claires sous le leadership de notre ministre de tutelle qui nous accompagne. Avec mes collègues, nous continuons la réflexion pour améliorer ce dispositif avec la concertation et l'implication du secteur privé. Et à cet effet, nous envisageons une large concertation avec les fêtières, les chambres de métiers, l'ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin, les ONG, la société civile, l'organisation des jeunes, pour que tout le monde participe à l'amélioration de ce dispositif, de cet important dispositif, afin que les PME, tant primo qu'en phase de développement, puissent par le biais du FNPEJ bénéficier du financement. Nous faisons aussi de l'accompagnement technique de gestion notamment, pour améliorer la culture de gestion des dirigeants des PME. Généralement, les dirigeants des PME n'ont pas une grande culture de gestion. Et donc, nous les faisons accompagner aux frais du FNPEJ par des partenaires techniques de gestion. Nous avons, au cours de la réflexion, estimé qu'il faille aussi élargir un peu la gamme de ces partenaires pour donner un service véritable d'accompagnement aux PME en vue de leur croissance. C'est leur croissance qui permettront de créer de la valeur et la création de valeur va forcément entraîner la création de l'emploi. C'est ainsi que nous allons atteindre nos objectifs. Je vous remercie. Merci, M. Akpona. On comprend aujourd'hui que les jeunes peuvent retourner vers le FNPEJ pour recourir, pourquoi pas, au-delà du financement, mais de l'expertise pour la gestion de leurs entreprises, également pour les entreprises déjà qui sont créées et qui marchent. Ils peuvent recourir au FNPEJ pour rechercher de la formation, pour améliorer la qualité de la gestion des entreprises. Le débat faisant partie de la grande partie de ce panel, on l'a vu à travers le premier panel. Alors on va permettre aux chefs d'entreprise qui sont ici présents de poser des questions, pourquoi pas au DG Impôts, au DG FNPEJ et également au président CISAE,
afin de comprendre quelles sont les opportunités à travers, bien sûr, leurs réponses. On peut prendre combien de questions? On va en prendre 3. On va en prendre 3. Oui, Ok, on va en même si prendre ça 3. peut s'élargir en fonction de la longueur des questions, on verra bien. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On va vraiment s'en tenir aux questions cette Super. fois-ci. Et moi, je m'appelle Augustin Nukumoke, je suis du FNPEJ. Et je voudrais m'adresser au président du CISAE et je voudrais savoir les appuis qu'ils apportent aux entreprises. Est-ce que c'est des accompagnements de gestion ou bien des accompagnements métiers? Merci. C'est M. Maman. C'est Allez-y, s'il vous plaît. la CONEF, premier vice-président de la CONEF. Ok, merci. J'allais demander que les séances de débat là, bénéficient d'un minimum de temps. Vous nous limitez au débat alors que c'est le temps les plus précieux pour nous, s'il vous plaît. C'est une doléance au comité d'organisation que je salue d'ailleurs au passage pour son organisation. Merci, c'est pris en compte. Non, voilà, c'est une doléance. Son nom. Alors, ma première préoccupation est à l'endroit du directeur des impôts. Monsieur le directeur général des impôts. Nos clients opérateurs économiques, vos clients aussi, se plaignent d'une chose. Il y a un désordre commercial sur le marché d'Antopa, sur le marché commercial en général. En dehors de ces opérateurs économiques qui font des importations régulières par voie maritime ou bien par voie terrestre, vous avez de ces importateurs ou bien de ces opérateurs, je ne sais plus quel nom il faut leur donner, qui descendent à Cotonou avec des mallettes remplies de connaissements qu'ils vendent coup par coup au marché, déstabilisant ainsi le système commercial établi. Je suis sûr que vous êtes au courant d'un tel désordre. Quelles sont les dispositions que vous prenez pour mettre fin à ce marasme-là? Ma deuxième préoccupation est celle de savoir quand est-ce que nous aurons la juxtaposition, bien le regroupement des deux fiscalités au Bénin. La fiscalité de porte, c'est-à-dire la douane, et la fiscalité donc, intérieure, donc les impôts, comme c'est le cas aujourd'hui, en tout cas au Togo. Parce que c'est une préoccupation des opérateurs économiques qui finissent de dédouaner donc, la marchandise en payant les droits de porte et qui, après coup, doivent chercher à savoir comment les impôts, n'est-ce pas, se font. Est-ce qu'il était prévu, sauf si l'idée est mise de côté aujourd'hui, il était prévu que les deux fiscalités se réunissent pour en faire une seule fiscalité, ou en tout cas une fiscalité à deux fenêtres. Est-ce que l'idée est encore en vigueur? Si oui, comment ça va se passer? Je crois que je n'ai pas été long, madame. Merci, madame. Des questions très concrètes, n'est-ce pas, qui nous permettent de garder les pieds sur terre et d'être ancrés dans le réel. Posez votre question. Oui, merci. Moi, c'est M. Liadi. Je suis dans le domaine agricole. J'ai deux questions, une pour le DG Impôt et une pour le directeur de CISAE. Le DG Impôt, c'est par rapport à l'AIB détaillant. Nous, mon entreprise travaille avec des usines de transformation de produits agricoles que nous finançons en matière première, mais les impôts nous demandent de prélever auprès de ces entreprises-là le AIB détaillant. Alors que ces entreprises travaillent également avec des particuliers qui ne sont pas enregistrés, donc qui n'existent pas à ces industriels cet AIB-là. Donc nous, on est confrontés à des redressements chaque fois que la direction des impôts vient contrôler chez nous, à des redressements, parce que ces industriels refusent de nous payer l'AIB détaillant, parce que ça fait un surcoût pour eux. Donc comment vous pouvez faire pour nous pour résoudre ce problème-là? Parce que nous sommes une entreprise formelle et on doit prélever cet AIB-là pour reverser à la direction des impôts. Ma deuxième question, la dernière, exactement, DG CISAE, je voudrais savoir le taux des prêts bancaires qui seront accordés et également la garantie. Est-ce qu'il y aura une garantie financière au retour, bien, les banques vont toujours exiger des sûretés réelles aux entreprises qui seront dans le dispositif? Merci beaucoup. Merci bien. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui s'adressent au directeur des impôts et c'est normal. Je vais en poser aussi une, mais dans un sens élargi, c'est-à-dire qu'on va partir peut-être d'une contribution qui sera une question, puisqu'il n'y a pas de contribution.
Non, simplement, il y a beaucoup de mesures aujourd'hui qui sont prises et on vient d'avoir une liste non négligeable. La question, c'est comment faire pour vulgariser cela. Depuis 1995 que je suis rentré, moi, j'ai créé Haute Technologie Environnement en 2002, mais je n'ai jamais eu l'opportunité d'avoir autant d'informations. On a parlé du FLPage, ça n'existait pas, CISAE n'existait pas. Alors, si je reste focus sur les impôts, la gestion des impôts, ne serait-il pas possible, puisque les impôts connaissent et savent quand il y a une création d'entreprise, ce que j'appellerais le conseiller bancaire, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un conseiller fiscal à la création? C'est vrai que ça demande de l'argent, mais ça crée de l'emploi et surtout ça permet d'avoir, je dirais, une communication et un rapprochement entre la direction des impôts et l'opérateur économique qui est frileux au départ, qui a peur d'aller, je dirais, taper à la porte des impôts pour prendre l'information. Pourquoi ne pas voir comment venir vers lui? Ce que je vais mettre aussi dans ce que j'appellerais un bon démarrage de ce beau message qu'on a appelé la fiscalité de développement, qu'on a du mal à voir venir, mais qui, je pense, va arriver un jour. Donc, en fait, je voudrais simplement insister et demander dans quelle mesure on peut mieux communiquer, ne pas attendre qu'on vienne vers le service des impôts, mais attendre que le service des impôts vienne vers les entreprises. Je vous remercie. On parlera de communication transversale, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien. La dernière question. Addis Oredola, LGI Bénin. Je voudrais d'abord remercier le DG des impôts pour avoir accepté cette invitation et se livrer à l'exercice qui n'est pas si évident. Ma question va directement sur la problématique de l'accompagnement des entreprises en fait. Et nous avons remarqué que vous avez listé un ensemble de réformes qui sont déjà en cours pour accompagner les entreprises du point de vue fiscal. Mais j'ai cru comprendre quand même qu'il y a, au niveau de la transaction, c'est seulement les arriérés d'impôts qui sont concernés, c'est-à-dire les entreprises en difficulté de paiement de leurs impôts. Alors que je pense quand même que quand vous faites un peu le tour, on voit quand même qu'il y a les difficultés que les entreprises ont plus rapport à d'autres aspects que ces arriérés d'impôts, c'est-à-dire qu'on pourrait retrouver les difficultés de paiement de leurs dettes, par exemple. Donc je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un clin d'œil que le législateur est en train de faire à l'endroit des entreprises qui sont en pleine restructuration, c'est-à-dire qui ont des difficultés financières, mais en pleine restructuration, afin que le paiement des impôts puisse peut-être être étalé ou qu'ils puissent avoir des options de décote, comme certaines banques le font déjà, pour pouvoir restructurer la dette de ces entreprises. Donc nous voudrons savoir ce que le législateur pense à ce propos. Je vous remercie. Il y a des questions certainement que nos panélistes vont essayer de regrouper dans leurs réponses. On va commencer par le DG Impôt qui a la majorité des questions et puis après on va aller vers le CISAE fini par le FNP. Merci DG de bien vouloir répondre aux questions de nos... Merci beaucoup. Il y a le phénomène de vente de BL. Les ventes de BL, c'est vrai ce que M. Mama a dit, et nous travaillons pour lutter contre ce système. En fait, il s'agit de personnes qui ne sont pas domiciliées au Bénin, mais qui font des opérations d'importation, peut-être des cargaisons de riz, qui sont en mer, mais eux-mêmes débarquent à Cotonou avec les documents, les connaissements en main et proposent directement la vente de ces connaissements-là aux commerçants sur place, aux dames de Dantokpa. Ça pose effectivement un gros problème de concurrence parce que ce sont en fait les mêmes fournisseurs de ces personnes qui se déplacent pour venir sur place et faire la même opération à des prix défiant toute concurrence, étant donné que ces produits, les documents sont vendus et il revient à celui qui a acheté le connaissement de faire l'opération de dédouanement. Dans tous les cas, ça donne lieu à une concurrence déloyale. Malheureusement,
nous n'arrivons pas toujours à mettre la main sur ces personnes de façon individuelle. Nous avons réussi à faire quelques opérations, mais le gros lot demeure que nous n'arrivons pas à les appréhender. Cependant, nous avons mis en place un certain nombre de mesures depuis quelque temps pour lutter, pour juguler le phénomène. Il s'agit du prélèvement de 10% pour les contribuables non connus de l'administration fiscale. Parce que les personnes qui achètent également les BL, selon nous, sont complices de ces personnes qui viennent leur vendre ces produits-là, qui viennent leur proposer les connaissements. Et donc, l'opération consiste à recenser l'ensemble des importateurs dans le fichier actif de la Direction générale des impôts. Le système marche aujourd'hui de sorte que si vous n'êtes pas dans le fichier actif de la Direction générale des impôts, vous payez un surplus d'impôts à la douane qui est de 10%. Donc, pour éviter de payer le surplus de 10% qui est analysé comme une sanction, il vaut mieux se déclarer à la DGI, remplir la formalité et s'inscrire au fichier actif. Là, vous pouvez payer vos droits normalement. En dehors de cela, nous avons institué un second taux d'AIB au cordon douanier qui est de 3%. Ce second taux s'applique aux entreprises à risque. Les entreprises à risque, c'est les personnes qui n'ont pas l'autorisation de faire des importations, mais qui s'y adonnent quand même. En principe, M. Maman sait que légalement, un commissionnaire agréé en douane est agréé ou est autorisé rien que pour faire des opérations pour lesquelles l'agrément est donné, à savoir ce que nous appelons le dédouanement ou l'enlèvement des marchandises. Mais il se fait que ces personnes que nous appelons communément des transitaires font des opérations d'importation. Ce n'est pas normal. Et parfois, ces personnes se livrent à la location de leur carte d'importateur, compte de petites sommes, alors que les vrais importateurs profitent de ces cartes d'importateur pour faire entrer des importations de montants très élevés. Donc, les 3% d'AIB constituent une nouvelle mesure pour ces entreprises à risque et je crois qu'avec ça, cette année, nous avons commencé par sentir qu'il y a beaucoup qui commencent par renoncer à cette activité. Donc, on va continuer à mettre en place ces mesures en concertation avec les différentes associations du secteur des importations. Je crois également qu'il y a le projet de décret qui définit la profession d'importateur qui date de 1993, va être révisé. Nous avons travaillé là-dessus avec le ministère en charge du commerce et tout ceci pourra nous permettre d'assainir un peu le secteur. Comment faire pour juxtaposer les deux fiscalités comme au Togo? Bon, vous parlez, au Togo aujourd'hui, la direction des impôts a été fusionné avec la douane, donc les deux structures n'existent plus. Cela a donné naissance à une structure fusionnée dénommée Office togolais de recettes. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il y a une seule fiscalité. Vous avez peut-être bien dit en parlant de juxtaposition. L'impôt sur les bénéfices demeure, la TVA demeure, les droits de douane demeurent. Mais en réalité, c'est une seule administration. Je ne voudrais pas commenter, mais je sais que je pourrais dire que ce n'est pas forcément la meilleure option. Je ne dis pas que c'est mauvais, ce n'est pas forcément la meilleure option. On peut fusionner et chaque administration va garder ses comportements, ses idées corporatistes. On peut fusionner sans atteindre l'objectif recherché. Moi, je prends un seul point. Nous n'avons pas fusionné, mais aujourd'hui, les relations de communication ou d'échange d'informations entre la douane et la DGI se sont améliorées depuis quelque temps. Ça s'est suffisamment amélioré. Je parlais tout à l'heure de fichier actif des contribuables. Aujourd'hui, c'est la DGI
qui communique le fichier actif des personnes qui peuvent faire des importations sans payer la pénalité de 10% et la douane utilise notre fichier. La DGB aussi utilise notre fichier pour les marchés publics. Ça, c'est un exemple déjà, je dirais, de fusion, d'échange d'informations qui n'existe même pas dans certaines administrations qui ont fusionné. Cependant, la fusion a d'autres avantages que je ne voudrais pas énumérer ici puisque ce n'est pas l'objet de notre causerie. Mais pour l'instant, le Bénin travaille sur des réformes fondamentales d'administration de l'impôt pour améliorer l'existant. Cette réforme institutionnelle qui consiste à fusionner, je ne sais pas, je ne peux pas dire que c'est à l'ordre du jour ou pas, je ne saurais y répondre. Je sais que beaucoup de personnes pensent que, comme dans les pays anglo-saxons, ce serait la meilleure formule. Cela a des inconvénients et des avantages. AIB pour les clients, bon, effectivement, au niveau de certaines entreprises, des difficultés se posent sur la collecte de l'AIB. Je voudrais plutôt inviter l'ami qui a posé la question de bien vouloir se rapprocher de moi pour qu'on regarde de façon spécifique le problème qui se pose au niveau de votre secteur. Puisque le prélèvement AIB a été institué par la loi, il serait maladroit de ma part de vous dire tout de suite que vous êtes dispensé, vous ne devez pas faire la retenue. Je préfère comprendre davantage votre situation et vous dire ce qu'on pourrait faire pour résoudre les problèmes que vous avez. Et comment vulgariser les mesures que nous prenons? Effectivement, nous-mêmes, on en est conscients. Dans la nouvelle organisation de la Direction générale des impôts, nous venons de créer ce que nous appelons la cellule de service aux contribuables, qui a deux missions fondamentales. Il y a la mission de communication, il y a la mission de promotion de civisme fiscal. Et actuellement, ces personnes sont en train de travailler sur les outils qui doivent nous permettre de commencer par être plus proches des contribuables, pas faire des formations sur site, pas faire des accompagnements au niveau des entreprises, un peu comme cela se fait dans d'autres administrations des pays avancés. Accompagnement des entreprises en difficulté avec nous avons parlé de la transaction. Effectivement, il y a mieux. J'ai oublié de vous parler des mesures de compensation des dettes croisées. Vous devez payer des impôts, vous n'avez pas les moyens. Au même moment, vous avez exécuté des marchés publics, l'État ne vous a pas payé. Beaucoup d'entreprises se plaignent donc du défaut de compensation, mais depuis quelque temps, nous avons commencé. On a commencé en 2016 et 2017. Nous avons travaillé énormément sur ces dossiers-là, notamment pour les entreprises publiques. Ce qui fait que le portefeuille de dette fiscale au niveau des entreprises publiques a été suffisamment allégé, mais on l'a fait également pour d'autres entreprises privées. Je voudrais citer, ce n'est pas un secret puisque c'est un bon exemple à dire, je voudrais citer le groupe Toundé, pour lequel nous avons fait l'année dernière une compensation entre cette dette fiscale et les créances dont cet opérateur économique disposait sur l'État. Et donc ça marche. Si vous vous retrouvez dans le cas, il suffira d'écrire à la Direction générale des impôts pour demander la compensation. Et ça doit pouvoir marcher. Donc voilà ce que je voudrais dire et ajouter que nous avons souvent des idées reçues un peu sur notre système fiscal. Je connais à peu près ce qui se passe dans la sous-région. Nous n'avons pas le mauvais système fiscal. Au contraire, les efforts qui sont faits aujourd'hui vont dans le sens de l'amélioration des choses. Et pour dire que souvent nous pensons que c'est en mettant une fiscalité zéro que les entreprises
ou bien nous allons attirer les investisseurs. Ce n'est pas la vérité. Pour attirer les investisseurs, et le gouvernement a bien compris, c'est tout un panel, c'est un package. Et le tout premier point, c'est assurer la disponibilité constante de l'énergie électrique. C'est pour ça que le gouvernement investit actuellement énormément dans ce domaine. Ensuite, la justice, qu'il y ait une justice crédible, et vous voyez toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui. Je suis sûr que qu'on critique ou qu'on ne critique pas, à la fin, moi j'ai entendu beaucoup d'entrepreneurs dire que si on mettait fin aux grèves dans le monde judiciaire, que ce serait une bonne chose pour les chefs d'entreprise parce qu'ils ont des dossiers commerciaux qui traînent. Et le troisième point, c'est la disponibilité également de la main-d'œuvre avec des mesures d'allègement pour les entrepreneurs. La preuve est la loi sur l'embauche qui a été votée. Et en quatrième point, vous verrez la fiscalité. Donc c'est comme ça que le classement est fait et lorsque nous parcourons étape par étape ces mesures-là, nous verrons que nous sommes sur le bon chemin. Merci. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres questions, certainement que ces réponses ont suscité au niveau des entrepreneurs. Nous allons demander à M. Maxime Tokla de bien vouloir répondre à M. Augustin qui voudrait savoir est-ce que l'accompagnement du CISAE, c'est seulement pour la gestion ou pour des corps de métier? Et une autre question, toujours allant dans le même sens, à l'endroit du président du CISAE, le taux des prêts et comment est-ce que sera résolu désormais le problème des garanties avec le CISAE? Merci, M. Tokla, de bien vouloir. Oui, ok, merci. Et par rapport à la première préoccupation relative aux services non financiers qui sont apportés par les structures d'appui et d'encadrement, il faut dire que on met là-dedans tous les types de services. Il n'y a pas de services non financiers qui soient exclus. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise avec nous ici. Ils savent qu'ils ont eu certainement des dossiers avec la banque. Ils ont eu les garanties nécessaires, mais malgré tout, la banque a refusé de financer. Il y a souvent des non-dits dans un dossier de financement. Il y a ce que la banque vous dit, il y a ce qu'elle ne vous dit pas. Et ces structures sont là aujourd'hui pour faire en sorte que vous puissiez séduire la banque à travers tous ces services non financiers. Si c'est lié, par exemple, à votre passé sur lequel il faut travailler, si c'est lié au fait que votre business plan ne présente pas tout ce que la banque souhaiterait avoir, ces structures sont là. Si c'est lié à l'organisation de votre entreprise, parce qu'on peut être amené à toucher à la façon dont votre entreprise est organisée pour s'assurer que la gestion sera plus saine, plus transparente, afin de convaincre la banque, ces structures sont là pour vous accompagner dans ce sens. Si c'est parce qu'on estime que vous ne pouvez pas bien gérer le crédit et il faudrait que vous soyez coaché quotidiennement, ces structures sont là pour apporter ces services de coaching. Si après la mise en place du crédit, ces structures sont également là pour faire avec vous le suivi post-financement afin que la banque soit rassurée que le crédit sera remboursé selon les échéanciers qui ont été retenus. Donc, en un mot, il n'y a pas de service non financier qui soit exclu. En fonction du type de service, les modalités seront définies avec la structure. Et il y a une grille provisoire sur laquelle nous sommes en train de travailler au niveau du dispositif pour harmoniser plus ou moins les tarifs afin que les montants ne varient pas d'une structure à une autre. Donc, c'est important d'apporter cette précision-là. Alors, par rapport au taux de prêt, le dispositif ne vient pas agir directement sur le taux. Les banques vont continuer par faire leur business avec les entreprises comme par le passé. Mais la différence ici, c'est quoi? Il faut savoir que la banque fixe son taux en fonction d'un certain nombre de paramètres. Lorsque le risque est élevé, eh bien, la banque aussi augmente le taux en conséquence. Mais lorsque la banque estime que le risque est faible, elle regarde le taux et elle agit en conséquence. Si à travers les services non financiers qui seront apportés, la banque estime qu'elle peut réduire le taux,
cela va se faire. Mais le dispositif n'a pas prévu une réduction de taux à un niveau donné parce qu'il ne faut pas confondre ce dispositif à une ligne de crédit. Non. Le dispositif vient juste lever des obstacles au niveau des entreprises pour que ces entreprises puissent séduire la banque afin que la banque accepte de leur accorder le financement. Il faut le prendre dans ce sens. Je crois que c'est important de le dire. Et l'autre chose que j'avais oublié de préciser, j'avais cité les critères pour accéder à ce dispositif. Au nombre des critères, il y a également un dernier critère qui est très important. L'entreprise doit avoir un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 1 milliard. Lorsque vous êtes une entreprise dont le chiffre d'affaires annuel dépasse le milliard, vous n'êtes pas éligible à ce dispositif. Mais cela n'empêche que vous allez faire vos business avec les banques comme par le passé. Mais ce dispositif a privilégié toutes les entreprises, toutes les PME qui sont formellement enregistrées, donc ayant un registre de commerce, et qui ont un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 1 milliard. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Maxime Tokla. Avant de faire un tour de table pour demander à nos panélistes de bien vouloir conclure en 30 secondes chacun, et aussi, avant de recevoir bien sûr la facture de la Fondation Wanou, je voudrais profiter pour vous dire le cabinet Impact Plus, dont je suis le directeur, fait partie des 10 structures privées qui ont été sélectionnées dans le processus d'accompagnement des PME. Pour des gens qui veulent des questions et qui veulent déjà s'inscrire, pourquoi pas, sur cette liste d'entreprises voulant aller vers le crédit, pas des structures sélectionnées. À la sortie, vous voudrez bien vous rapprocher de moi. Merci à la Fondation Wanou de m'avoir permis de communiquer gratuitement. Nous allons demander aux panélistes de bien vouloir, en 30 secondes, prendre le micro et faire leur conclusion. Merci. Je voudrais juste dire que nous irons très vite dans les réformes pour que d'ici 3 mois, le nouveau dispositif que nous voulons mettre au service des petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries en vue de relance de l'entrepreneuriat et de la création de l'emploi sera connu du grand public. Nous allons y travailler, discuter avec le conseil d'administration. Dès que l'aval est donné, nous allons essayer de vulgariser au maximum pour que les entrepreneurs puissent se rapprocher davantage de nous. Je vous remercie. Merci. C'était la conclusion du DG FNPEJ à présent. Nous attendons maintenant la conclusion du DG, Monsieur Yanoussi, DG des impôts. Merci beaucoup. Je voudrais inviter les chefs d'entreprise qui ont des difficultés particulières ou qui, dans l'exercice de leurs activités, rencontrent des difficultés au niveau de l'administration fiscale, de ne pas hésiter à se rapprocher de nous. Vous pouvez même profiter des téléphones portables pour envoyer des messages, pour dire les difficultés que vous avez. Vous aurez toujours une réponse. Si vous le voulez, je pourrais vous communiquer le numéro 94 95 44 04. 94 95 44 04. Si vous envoyez vos SMS sur ce numéro à tout moment, ce SMS sera relevé par mon secrétariat particulier et vous aurez une réponse juste à votre préoccupation. Je vous remercie. Merci DG. Comprenez tout de même que ce n'est pas le direct du DG de toutes les façons. Le service des impôts est à votre disposition. 30 secondes pour M. Tokla. Ok, merci. Conclure. Je voudrais inviter toutes les entreprises qui sont dans cette salle et qui, au regard des critères que je venais de citer, estiment qu'elles peuvent accéder à ce dispositif, à se rapprocher de nous. C'est très important. C'est un nouveau dispositif. Il existe dans tous les pays de l'espace UEMOA et c'est pour relever le défi du financement au niveau des petites et moyennes entreprises. Alors, c'est pour vous le dispositif et il vous revient donc de vous rapprocher des structures. Je pourrais, je crois qu'on aura la liste de tous les participants. On pourra vous envoyer la liste de 12 structures dans le dispositif et il vous reviendra à vous-même de vous rapprocher de celles qui vous intéressent. C'est vrai que M. Effon a profité pour faire sa publicité parce qu'il fait partie des structures. Je ne l'empêche pas de le faire, mais il y a beaucoup d'autres structures. On pourra donc vous communiquer toute la liste si toutefois vous désirez la voir. Merci. Merci, chers panélistes. Merci.
Monsieur le DG du service des impôts du Bénin, merci. Monsieur le DG de l'FNPEJ, merci le président du CISAE, Monsieur Tokla. Merci pour vous qui avez suivi malgré le petit décalage de l'agenda de la journée que nous essayons de rattraper en coupant un tout petit peu chaque fois sur les panels. Merci d'avoir assisté à ce panel qui a contribué à relever des défis d'information sur nos questionnements.